Jean-David, maintenant on va recevoir une des stars du Tech Show. Chacune de ses chroniques, c'est un bijou d'humour et d'intelligence. Tu vois, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Il est coach de stars, il est coach d'entrepreneurs, coach de personnalité. Il fait un malheur sur les réseaux sociaux, c'est une véritable star du Tech Show. Olivier Bétache nous rejoint pour le mot du coach. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Salut Olivier, Salut. Bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Merci Vincent, ça fait plaisir. Et salut Jean-David. Dans cette chronique, on va parler d'autonomie. L'autonomie, c'est le Graal, recherché par les entreprises depuis plus de 10 ans. Ownership, empowerment, manager, coach, les termes se succèdent, mais le problème reste le même. Tout le monde la recherche, mais peu d'entreprises ont réussi à la craquer. Alors comment fait-on concrètement pour passer de ça à ça ? Pour répondre, il faut commencer par poser les questions qui fâchent. Est-ce que tous les managers sont vraiment capables de donner de l'espace aux autres ? Et en réciproque, est-ce que les collaborateurs ont tous envie d'être autonomes ? Et rajoutons un peu de complexité, avec le cas de Patrick. Le dimanche, il entraîne une équipe de foot amateur d'une main de maître en prenant 1000 décisions. Et le lundi, de retour au bureau, il se noie dans un verre d'eau et sollicite son manager pour tout et n'importe quoi. C'est la même personne, à 24 heures d'intervalle. Alors comment est-ce possible ? La réponse à ces questions nous vient des sciences du comportement et notamment de l'analyse transactionnelle qui a largement théorisé le concept. Être autonome, celui qui n'a pas besoin d'être pris en charge. Oui, nous naissons tous dépendants à la base. À la différence d'autres animaux, le bébé humain est incapable de subvenir seul à ses besoins avant de longues années. Il vit donc en symbiose, avec sa mère d'abord, puis au cours de son enfance, il se laisse prendre en charge par tout un tas d'institutions. La famille, l'école, la société, et plus les années passent, plus il est en capacité de se détacher et de faire des choix autonomes. Sauf que, d'une, le niveau de détachement est très inégal selon les individus, et de deux, tapis au fond de nous, le fantasme de retrouver cet état symbiotique ne disparaît jamais, et notre instinct nous y replonge volontiers dès qu'on lui en donne l'occasion. Le GPS est ici un très bon exemple. Il y a 15 ans, on choisissait nos chemins avec fierté, on les racontait, on les comparait. Aujourd'hui, on allume Waze et on se laisse conduire sans même savoir par où on est passé. On se résigne au fait que le GPS c'est mieux que nous et on retourne à un état de dépendance. L'autonomie, c'est ça, c'est la capacité à se passer de ce confort, comme Neo dans Matrix qui choisit d'avaler la pilule rouge. Et il faut le dire, certains n'y arrivent jamais. Donc, en tant qu'entreprise ou manager, si je veux encourager l'autonomie, la première chose à faire, c'est déjà de créer un environnement qui ne laisse pas trop le choix. Chez Doctolib, par exemple, dans une équipe de développeurs, la mise en production n'est pas confiée au manager. Elle est attribuée à tour de rôle à n'importe quel membre de l'équipe. C'est-à-dire que vous pouvez être dans l'entreprise depuis 15 jours et appuyer seul sur le bouton qui va mettre à jour un site visité par des dizaines de millions de personnes. Dur de ne pas se sentir concerné. Il faut préciser aussi que les notions de sens et d'impact sont fondamentales. Si le travail n'est pas vécu comme quelque chose d'important et d'utile, alors on va rentrer dans une logique alimentaire où l'autonomie sera très dure à trouver. Mon deuxième conseil pour stimuler l'autonomie, c'est de donner à vos équipes des objectifs extrêmement clairs, en proposant systématiquement votre aide, mais sans jamais l'imposer. Frédéric Dard disait « Les objectifs flous amènent des conneries très précises ». Déjà, j'adore cette phrase et il est effectivement avéré que l'absence de focus favorise les conflits et les jeux de pouvoir. La mécanique de ces jeux est d'ailleurs très bien résumée par Gérard Jugnot dans le film Oui mais, sorti en 2001, dont on va voir un extrait. Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario, ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Monsieur, Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Et qui veux-tu que ce soit? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Madame le pape. La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Et c'est pareil en entreprise. Je pense que beaucoup de situations conflictuelles pourraient être évitées si les gens avaient mieux à faire qu'à se chercher des noises ou à se lamenter sur leur sort. Et bien qu'il existera toujours quelques grands joueurs qui parasiteront les collectifs, le focus vers un but commun réduit drastiquement au global ces jeux de pouvoir. Pour résumer la recette, une mission qui a du sens, des objectifs clairs, de la liberté dans l'exécution, du soutien à la demande et pas imposé,
et pas de possibilité de fuir ses responsabilités. Voilà, selon moi, les 5 ingrédients magiques des équipes autonomes. Allez, salut. Merci beaucoup Olivier, comme d'habitude, exceptionnel. Jean-David, peut-être tes réactions face à la chronique d'Olivier? Tu as beaucoup de talent. Voilà, ça fait un peu penser à Lucchini ou à Stéphane de Groot. Tu joues beaucoup sur les mots et leurs interstices. Je pense que tu as parlé d'autonomie, mais aussi de responsabilité, qui sont 2 sujets très importants, et je souscris à tout ce que tu as dit. Merci.